Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Il était une fois un royal tableau, c'est le titre que j'ai choisi de donner à ce nouvel épisode, car je souhaite vous raconter l'histoire si significative de la vie d'une œuvre d'art qui s'entrechoque avec les aléas du marché aujourd'hui. On ne va pas se mentir, les analyses du marché de l'art les plus aguerries depuis cette rentrée sont aux aguets. Non pas d'un premier fashion faux pas, mais plutôt d'un premier auction faux pas pour dès lors confirmer leur mauvaise augure. Et si pour une fois on les écoutait? Car depuis 2 ans, le marché de l'art subit des turbulences dans un contexte géopolitique complexe et une économie mondiale incertaine. Et de fait, on acquiert en volume de moins en moins d'œuvres d'art dans l'attente de plus de clarté. Et voici en quelques instantanés une illustration, s'il le fallait encore, de cette mauvaise passe. En moyenne, la valeur de revente de l'œuvre d'art a baissé. Par ailleurs, les prix du marché primaire, là où on acquiert pour la première fois une œuvre d'art, sont encore trop élevés. Enfin, une douzaine de galeries à New York et à Londres ont fermé leurs portes depuis l'année dernière et le taux d'invendus, toute gamme d'œuvres confondues lors de ventes aux enchères, ne cesse d'augmenter depuis fin 2023. Et à la fin du premier semestre 2024, les tendances du marché n'étaient pas des plus réjouissantes pour la galaxie des artistes, des collectionneurs et des marchands qui ne peuvent plus nier leurs craintes. Comme les chevaliers de la table ronde, qui est un ordre légendaire au service du roi Arthur, chargé de la quête du Saint Graal, Simon de Pury, durant sa longue expérience de commissaire-priseur, est parti à la conquête d'œuvres de valeur, ce qui est son Graal à lui, et il nous a transmis lors d'une récente interview sa compétence, à savoir comment reconnaître les indices du Graal et donc les facteurs incontournables qui donnent de la valeur à une œuvre d'art, sagesse inestimable en cette période troublée. Car même si vous êtes le plus passionné des collectionneurs, lorsque vous dépensez de l'argent pour acquérir une œuvre d'art, vous n'éprouvez aucun plaisir si la valeur financière de vos acquisitions diminue considérablement au fil du temps. Simon de Pury nous révèle donc sa liste de 14 critères qui confèrent selon lui une valeur financière à une œuvre d'art, mais que l'on ne s'y trompe pas. L'œuvre d'art n'est pas un actif financier en tant que tel. Le marché de l'art fonctionne très différemment que du marché financier, boursier. En revanche, l'œuvre d'art est un actif patrimonial qui peut prendre de la valeur et ou générer des revenus. Si le premier critère retenu par Simon de Pury est émotionnel, les anglo-saxons d'ailleurs aiment évoquer une œuvre d'art en parlant d'une passion asset, tous les autres critères semblent être très rationnels. Premier critère, l'émotion. Les œuvres d'art dégagent leur propre énergie et nous pouvons être attirés follement par une peinture, une sculpture ou tout autre objet d'art qui provoque chez nous un émoi et qui entraîne une poursuite alors acharnée parfois vers la récompense. Mais cet émoi est tout sauf objectif car entièrement dans l'œil et le cœur du regardeur. Deuxième critère, Simon de Pury nous rappelle à bon escient que même les plus grands artistes ont des bons et des mauvais jours et il peut y avoir des différences considérables de qualité entre plusieurs œuvres d'un même artiste, y compris pendant une même période de création. Par exemple, à côté des plus belles œuvres qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de l'impressionniste Pierre-Auguste Renoir, il a produit aussi des œuvres de moindre qualité. Troisième critère, et pas des moindres, l'authenticité. Eh bien oui, une œuvre d'art qui s'avère être un faux n'a évidemment aucune valeur financière. Et si les conditions de vente des maisons de vente et de certaines grandes galeries protègent de la copie ou de la contrefaçon, ce n'est que pendant un certain temps. Et même des experts peuvent commettre des erreurs. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet un documentaire de 2020 sur Netflix qui s'appelle Made You Look, A True Story About Fake Art et qui nous aide à lever le voile sur ce sujet éminemment central dès qu'il s'agit d'acquérir une œuvre d'art. Quatrième critère, la rareté. Parce que pour qu'un véritable marché au sens transaction de biens se développe, il faut certes que la production des artistes ne soit ni trop rare ni trop abondante, c'est-à-dire que le marché en soit inondé.
Même s'il est intéressant de noter que Picasso ou Warhol sont très productifs, avec notamment des multiples, qui figurent depuis plusieurs décennies parmi les artistes les plus vendus sur le marché international de l'art, sans variété ni évolution artistique, un artiste produit certes, mais pas de la rareté, au sens de peu commun ou peu fréquent. 5e critère, la conservation. Pour rappel, si les œuvres d'art remarquables semblent intemporelles, les œuvres d'art en général ne sont pas à l'abri du vieillissement ni des altérations physiques. Et que nous soyons conservateurs, marchands, collectionneurs, experts ou autres professionnels du marché de l'art, il est de notre responsabilité de prendre soin des œuvres qui nous sont confiées afin qu'elles puissent nous survivre dans les meilleures conditions possibles et être transmises aux générations futures. Par ailleurs, une œuvre en parfait état a généralement plus de valeur qu'une œuvre abîmée ou qui se détériore avec le temps. Or, souvent, l'état physique réel d'une œuvre d'art ne peut pas être jugé qu'à l'œil nu. Il est essentiel de le vérifier en demandant notamment à l'intermédiaire vendeur de fournir un rapport d'état, Condition Report en anglais, établi par un conservateur-restaurateur professionnel. 6e critère, la taille. Il est intéressant de souligner ici que le marché de l'art est l'un des rares domaines où une plus grande taille n'est pas le signal d'une plus grande valeur. Et ce, même si de nombreux artistes contemporains ont envie de réaliser des œuvres de plus en plus immenses. Sans compter que les dimensions importantes empêchent de conserver l'œuvre chez soi et donc de supporter des frais de stockage. 7e critère, et pas des moindres, la provenance. Chaque œuvre d'art a sa vie propre et une histoire à raconter. Son histoire, depuis sa création par l'artiste jusqu'au propriétaire actuel, est en quelque sorte son curriculum vitae. Et si elle ne change rien à l'aspect physique, voire émotionnel d'une peinture, d'une sculpture ou d'un objet d'art, l'identité des propriétaires précédents peut avoir un impact non négligeable sur la valeur financière de l'œuvre d'art. Et plus encore, plus la valeur intrinsèque d'une œuvre d'art semble faible, plus le facteur multiplicateur dû à une provenance prestigieuse est important. Les prix astronomiques atteints par les boîtes à biscuits d'Andy Warhol ou les boutons de manchette du duc de Windsor illustrent ce phénomène. 8e critère, le goût. Or, le goût est en constante évolution. Ce que nous trouvons le plus désirable aujourd'hui est complètement différent de ce que c'était il y a 50 ans et certainement pas de ce qu'il se sera dans 20 ans. Or, dans l'art contemporain, on observe une accélération du changement du goût et d'un point de vue de l'investissement, c'est au risque et péril de l'acquéreur d'ignorer cette évolution du goût qui va venir influencer la désirabilité de l'œuvre acquise. 9e critère, les faiseurs de goût. Justement, qui sont-ils ? Les grands galeristes ou les grands marchands sont incontestablement des faiseurs de goût, soit des influenceurs du fait de leur place sur le marché. Mais les principaux influenceurs du goût ne sont pas tous directement présents sur le marché de l'art, comme Charles Saatchi, Pharrell Williams, Benedict Taschen ou la star de K-pop, soit Choi Sung-yu, plus connu sous le nom de T.O.P. Ils sont tous leurs faiseurs de goût à leur manière. En France, par exemple, c'est la famille Arnault ou bien François Pinault qui éclipse tout ce que les professionnels du marché de l'art peuvent faire pour promouvoir un artiste, tant leur soft power est puissamment présent lors de la programmation de leur exposition ou de leur vente aux enchères. Et à titre d'exemple, je voudrais évoquer l'exposition éblouissante lors du programme Off de la Biennale de Venise, qui est toujours d'actualité jusqu'à fin novembre, de l'artiste new-yorkaise, d'origine éthiopienne, Julie Méretu, qui se tient toujours au Palazzo Grassi, avec des ventes concomitantes d'œuvres de cet artiste chez Christie's, les deux entreprises ou lieux appartenant à la famille du grand collectionneur. 10e critère, les faiseurs du marché. Alors c'est quoi la différence ? Celui qui dépense le plus dans un domaine donné, en l'occurrence dans le marché de l'art, devient en quelque sorte un faiseur de marché. Les plus grands projets culturels du XXIe siècle se déroulant tous au Moyen-Orient, et pour ne citer qu'une faiseuse de marché, en l'occurrence, la Sheikha Al-Mayassa bint Ahmad Al-Thani est à la tête d'un élan phénoménal porté par le Qatar, et son influence devient comparable à celle de personnages historiques comme la grande Catherine de Russie.
Et dans la péninsule arabique, les dirigeants d'Abu Dhabi et d'Arabie Saoudite portent une vision avec les moyens et la détermination nécessaires pour égaler ou dépasser certaines des plus grandes collections au monde. En conséquence, cette région du monde devient une destination incontournable pour les collectionneurs d'art. 11e critère, marché local, marché national, marché continental ou marché international. Les galeries du premier marché tentent de déterminer le plus tôt possible l'étendue géographique des marchés de leurs artistes émergents et la tentation peut être grande de vendre toutes les œuvres à une clientèle locale. Toutefois, dès le départ, il est essentiel de vendre stratégiquement à des acheteurs de différentes parties du monde. Prenons un exemple. L'œuvre d'Alberto Giacometti est représentée dans les plus grandes collections institutionnelles et privées du monde entier et ses meilleures ventes se font à plus de 100 millions de dollars l'unité. Autre exemple, la grande majorité des œuvres de Ferdinand Hodler, qui est un artiste suisse, contemporain de Gustav Klimt ou d'Egon Schiele, se trouve en Suisse et ses meilleures œuvres se vendent autour de 10 millions de dollars. Son niveau de prix comme sa notoriété ne pourront jamais rivaliser avec ceux d'un artiste dont les œuvres sont largement diffusées dans le monde. Autre exemple, Marc Chagall, qui est né en Russie, est un nom connu dans le monde de l'art, tandis que Pavel Filonov, tout aussi brillant, n'est connu que d'un petit groupe de connaisseurs, puisque la plupart de ses œuvres se trouvent au musée russe de Saint-Pétersbourg et à la galerie Tretiakov de Moscou. 12e critère, la législation. Alors parfois elle est favorable à la France et là, dans le cas de Simon de Pury, c'est plutôt une épine qu'on a dans le pied. Je m'explique. Certains pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France ont une législation restrictive et des dispositions régulatrices. Si une œuvre d'art est déclarée trésor national dans ces pays-là, elle est donc non exportable et elle perd instantanément un pourcentage massif de sa valeur, car pour certains acquéreurs, cela s'apparente alors à une nationalisation, soit une confiscation de la propriété privée. 13e critère, le marketing. Lorsque Simon de Pury a débuté sur le marché de l'art, il pensait sans doute naïvement qu'un chef-d'œuvre exceptionnel n'avait besoin d'aucune campagne marketing du fait de sa qualité intrinsèque, garante d'un prix record. Or, plus le pouvoir d'achat d'une personne ou d'une institution, acquéreur potentiel, est important, plus cette personne est sollicitée à gauche, à droite et au centre. C'est donc uniquement le marketing ciblé, voire parfois personnalisé, qui permet de s'assurer qu'un acquéreur potentiel de premier plan se trouve, si ce n'est dans la salle de vente, au moins à un terminal d'ordinateur ou au bout d'une ligne téléphonique au moment de la vente aux enchères. Et enfin, 14e critère, le commissaire-priseur. Bien que cela ne puisse être prouvé, Simon de Pury reste, lui, convaincu que si la même œuvre était vendue par 3 commissaires-priseurs différents, pas par des maisons de vente différentes, mais par 3 personnes différentes qui tiennent le marteau, on obtiendrait 3 prix différents. Les commissaires-priseurs, comme les artistes, ont des bons et des mauvais jours. Et dans les bons jours, un bon commissaire-priseur sera en mesure d'obtenir au moins une offre supplémentaire au-delà du plafond que chaque enchérisseur s'est fixé. En bref, selon Simon de Pury, pour veiller à la garantie d'une valeur financière de son acquisition, il vaut mieux acquérir certificat d'authenticité à l'appui, un petit dessin de Degas, bien conservé, qui vous enchante, vendu lors d'une vente du soir chez Christie's à New York, qu'un très grand tableau de Picasso dans une vente publique d'une maison de vente locale en Catalogne. Et si nous passions de la théorie à la pratique? Christie's, grande maison de vente, il y a quelques jours, a organisé sa première grande vente du soir à Hong Kong, dans ses nouveaux locaux, avec 46 lots très sélectifs d'œuvres contemporaines et des artistes majeurs comme Van Gogh et Monet. Ne voulant prendre aucun risque, tout ce qui était estimé en valeur élevée était garanti par une tierce partie du fait de l'année difficile en cours, comme le révélait l'organisateur de la vente.
Ce n'est pas une période facile, effectivement, pour vendre de l'art, et où que ce soit, même si le ralentissement des achats auprès des collectionneurs chinois a été vraiment médiatisé, à l'échelle mondiale, on en est au même niveau. Donc, sur le papier, Christie's a choisi la sécurité pour cette vente de rentrée, en choisissant des grands noms classiques et très peu d'œuvres d'artistes émergents. Si la tactique de Christie's semble avoir payé au vu du résultat global, la vente aux enchères atteignant 134 millions de dollars frais inclus, avec 93% des lots qui ont été vendus, certains résultats isolés doivent interpeller, et notamment la vente de la peinture de Vincent van Gogh, intitulée Les canaux amarrés et datée de 1887. En effet, cette œuvre, estimée entre 26 et 43 millions d'euros, a été finalement adjugée 24,7 millions d'euros, soit frais inclus 28,8 millions d'euros. Mais le 24,7 millions d'euros est en dessous de la fourchette basse d'estimation faite par la maison Christie's. Et même si ce résultat est signalé comme un record pour Van Gogh en Asie, ce n'est pas un bon résultat pour le marché, surtout si nous reprenons la grille d'analyse de Simon Depury. Du côté marketing, certes, tout a été fait. Au début du mois de septembre, un des experts de Art Newspaper a écrit que Les canaux amarrés étaient l'une des œuvres les plus importantes de l'art occidental en vente aux enchères à Hong Kong, révélant même que le vendeur était la princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles, qui fait partie de la maison royale de Bourbon qui a régné dans le sud de l'Italie et la Sicile de 1734 à 1861. Mais pour rappel, à ce jour, la peinture occidentale la plus chère vendue dans la région asiatique est le Carrier de Jean-Michel Basquiat en 1982, vendu en 2021 pour 42 millions de dollars par Christie's. Néanmoins, une interview de la princesse, quelques jours avant la vente aux enchères, révélait que les canaux amarrés étaient très chers à sa famille, ajoutant que c'était une peinture d'une histoire incroyable dans le moment très particulier de la carrière de l'artiste. Du côté marché, on peut aussi s'interroger. Mais alors, pourquoi la princesse a-t-elle décidé de vendre cette peinture à Hong Kong plutôt que d'attendre les ventes aux enchères de novembre à New York, première place du marché au monde? Apparemment, elle aurait été attirée par le marché de l'art asiatique en croissance rapide et dynamique et la base forte et croissante de collectionneurs qui sont de plus en plus intéressés par l'art occidental. Mais Van Gogh n'est plus un artiste qui a besoin de se faire un prénom. Question provenance. L'annonce d'une propriété de la famille royale italienne de Bourbon de Sicile est quelque chose effectivement d'important. Mais on apprend finalement que c'est la mère de la princesse Camilla, l'artiste italienne Eddie Wessel, qui a acheté les canaux amarrés pour environ 2 millions de dollars chez Sotheby's à Londres en 1991. Et aussi que la princesse Camilla aurait passé une décennie en guerre avec sa sœur pour se disputer l'héritage de leur mère, même si Camilla déclare que la peinture de Van Gogh, ici, n'était pas liée à la querelle familiale. Enfin, du côté qualité, le chef adjoint du département pour l'art des 20e et 21e siècles chez Christie's Asia Pacifique a déclaré que la peinture est réputée pour ses couleurs frappantes et son pinceau complexe, caractéristique du style distinct de Van Gogh. Revenons du côté marketing. Là encore, la vente du soir de Christie's du 20e et 21e siècle, jeudi dernier, comprenait des références pour rappeler le 150e anniversaire de l'impressionnisme, comme les Nymphéas de Claude Monet, qui ont appartenu à Michel Monet, un de ses deux fils, qui n'a pas de descendance et qui n'avait jamais été dévoilé au public auparavant. Et les peintures de Van Gogh et Monet sont rarement aux enchères en Asie, de sorte que leur inclusion dans cette marque marquait un
changement de paradigme au niveau de la stratégie de Christie's. Bon, côté qualité, Van Gogh n'est pas un peintre inconnu. Il est né aux Pays-Bas en 1953 et c'est l'une des figures les plus célèbres et les plus influentes de l'art occidental. Certes, il a créé environ 2100 pièces, dont à peu près 860 peintures à l'huile dans sa carrière, qui n'a duré qu'une décennie avant sa mort en 1890. Donc 1887, le tableau, c'est 3 ans avant sa mort. Du côté de la taille, cette peinture à l'huile qui fait 52 par 65 cm, soit un format moyen, est représentative du travail de Van Gogh et pour certains experts, démontrerait le passage de l'artiste du réalisme sombre, dont il était plutôt partisan, à l'impressionnisme dynamique vers lequel il tendait. Comme il le précise dans une lettre qu'il a adressée à sa sœur en octobre 1987, quand il écrit que « Quand j'ai peint un paysage à Asnières, lieu où se situe ce tableau, cet été, j'ai vu plus de couleurs que jamais auparavant. » Côté rareté, la peinture est néanmoins l'une des 40 œuvres développées par Van Gogh autour de la pittoresque ville française d'Asnières. Et malgré ça, selon Christie's, cette peinture laisse derrière lui pour de bon les tons sombres et terreux de ses images réalistes précédentes. Il a d'ailleurs adopté, selon Christie's, une palette vibrante et un pinceau expressif lors de cette série-là. Enfin, côté commissaire-priseur, c'est Adrien Meyer qui tenait le marteau ce soir-là, annoncé en 2017 comme le commissaire-priseur qui montait chez Christie's. Adrien Meyer, Cocorico, qui est un grand commissaire-priseur français et co-directeur du département impressionniste et moderne chez Christie's. Donc là encore, une grande peinture. Donc, nombre de critères essentiels étaient présents lors de cette vente, et malgré cela, la peinture de Van Gogh n'a pas été à la hauteur des attentes lors de cette vente aux enchères à Hong Kong, et on est en droit de se demander ce qu'il s'est passé alors. Tentons un décryptage. Tout d'abord, si on examine les critères qui sont présents. Concernant la qualité, on est avec une œuvre d'un artiste majeur, Van Gogh. Mais ce n'est pas l'œuvre la plus représentative de la palette de cet artiste tourmenté et génial. Du côté de la rareté, on apprend que la série de la thématique est finalement constituée d'une 40aine de tableaux du même genre. Et du côté de la provenance de la famille royale de Bourbon des Deux-Siciles, on apprend finalement que c'est une récente acquisition par la mère de la propriétaire actuelle, la princesse Camilla. Du côté marketing, on a essayé de faire le buzz sur beaucoup de choses, mais finalement, même si le commissaire-priseur est un marteau éminemment reconnu, ces critères-là ont peut-être désavantagé la valeur atteinte lors de la vente aux enchères au moment de l'adjudication. Qu'est-ce qui se passe alors dans la tête des collectionneurs ? Le choix dit stratégique de vendre cette œuvre sur le marché asiatique n'a pas convaincu. Parce que les collectionneurs aujourd'hui, de part et d'autre de la planète, ont accès aux ventes directement ou par le biais d'un intermédiaire du type Art Advisor à n'importe quel moment du jour et de la nuit à toutes les ventes en ligne de la planète. Bon. Par ailleurs, nonobstant la qualité de l'œuvre de Van Gogh, celle-ci n'est pas emblématique ni par sa thématique, ni par sa rareté, ni par sa palette, ni par sa qualité, etc. Enfin, malgré tous les efforts marketing faits par la maison Christie's, la provenance royale n'a pas fonctionné car elle a été trop embellie. Et si finalement Simon de Curie avait trouvé le Graal, cette sagesse universelle qui permettrait de comprendre la valeur d'une œuvre d'art avant son acquisition, ou si, plus assurément, c'est le marché qui avait raison lorsqu'il devient nécessairement plus prudent, comme illustre cette vente des canaux qui restent amarrés en bord de Seine.
Car si malgré un léger enthousiasme dans la salle, pour plusieurs œuvres importantes s'est fait ressentir durant cette vente très marketée, un réajustement notable des prix a été évident pour certaines pièces, avec un changement perceptible dans le comportement des acquéreurs asiatiques par rapport aux ventes aux enchères précédentes. Et c'est cette approche plus prudente concernant les prix qui marque une évidence, puisque les acquéreurs potentiels ont été le plus souvent retenus de surenchérir, et cette constatation suggère une nouvelle sensibilisation au prix, indiquant une tendance générale pour des dépenses plus prudentes et privilégiant des prix plus réalistes. Alors certes, si du côté de l'acquéreur, c'est plutôt une belle et bonne affaire, cette prudence est le signe d'un marché plus sain qui certes avait besoin de quelques réajustements, mais surtout de plus de maturité. Alors si acquérir une œuvre d'art reste toujours une expérience unique, le faire dans les meilleures conditions possibles, grâce à un minimum d'analyse et un maximum de passion, devient aujourd'hui presque un art, ou du moins une nouvelle compétence de plus en plus recherchée par les art lovers du monde entier. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 9 de la saison 5. Il était une fois un royal tableau. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.